Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Yves Metteiro, maire de La Baule et président de Cap Atlantique. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez donc annoncé votre décision de ne pas vous représenter en estimant que un nouveau mandat aurait été le mandat de trop, Yves Metteiro. Maintenant, vous assumez parfaitement. Comment vous sentez-vous au moment où on voit comment ça, le cœur de la ville palpiter entre les distributions de tracts, les posts sur les messages sociaux, sur les réseaux sociaux, votez pour moi, votez pour moi. Vous vous sentez plus zen, plus... Dans quel état d'esprit êtes-vous? Merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je suis ravi d'être à nouveau sur Care News. Merci. Et de retrouver Yannick Curien avec qui j'ai pu travailler et communiquer pendant moins une quinzaine d'années maintenant. Et effectivement, je ne me sens pas du tout frustré de ne plus être dans le bain de ces élections locales. Je pense que j'ai 25 ans de maire et 18 ans d'adjoint avec Olivier Guichard, que j'ai eu l'occasion d'exprimer et de faire pour La Baule tout ce que je souhaitais faire. Et maintenant, je pense qu'effectivement, il est temps de passer la main à d'autres qui vont probablement poursuivre à leur manière le travail que nous avons fait, nous avons réalisé avec les deux maires qui m'ont précédé d'ailleurs, qui sont restés chacun 25 ans en poste. Alors Yves Metteiro, avant de parler de la ville et de votre vie publique, parlons de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui fait quand on a une vie professionnelle intense comme vous l'avez eu, avec de nombreux voyages, des rencontres dans votre vie professionnelle, je le dis bien, des rencontres parfois avec des chefs d'État à l'étranger, puisque vous étiez dans le domaine, pas du militaire à 100%, mais un domaine assez proche. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire de la politique et de s'occuper de la vie locale? C'est un petit peu le hasard ou la chance. J'ai eu la chance de rencontrer deux hommes dans ma vie qui m'ont profondément marqué, qui m'ont entraîné dans leur sillage. Le premier, ça a été Olivier Guichard, en mai 68, puis en 71, lorsque j'ai fait sa campagne électorale pour la mairie de La Baule. Et puis le second, ça a été en 1980. J'ai rencontré Paul Legueux, qui était le président de la société ACMAT à Saint-Nazaire, et qui avait, à la manière très originale qu'avait eu son père et sa famille, de réaliser et de construire un véhicule de base qu'il avait ensuite fait dériver en construisant une douzaine de véhicules. Et puis, il a eu une chance. C'est que le général de Gaulle, à un moment donné, a donné l'indépendance à un certain nombre de pays d'Afrique et a dit on va créer le ministère de la coopération pour leur donner les moyens à ces pays d'Afrique d'avoir une armée, une police indépendante. De les accompagner dans leur autonomie. De manière à ce que cette autonomie se passe bien, sans guerre tribale, avec les moyens de la France derrière pour les accompagner. D'où il y a eu une véritable explosion de vente des véhicules tout-terrain qui étaient fabriqués à Saint-Nazaire, dont l'un d'entre eux d'ailleurs est toujours à la présidence de la République à Paris, qu'on voit descendre les Champs-Élysées avec tous les présidents qui se sont succédés. Ah, le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est un véhicule. Cette sorte de Jeep, c'est ça? On appelle ça un command car, qui avait été commandé par Valéry Giscard d'Estaing à la suite du débarquement de la Légion étrangère à Colvézi, pour libérer Colvézi des Angolais. Ouais. Et nous avons dans la foulée, je suis rentré en 80, nous avons dans la foulée vendu énormément de véhicules à ce ministère de la coopération, puis ça a fait tache d'huile dans les pays voisins, puis les pays en ont acheté, et puis il y a eu la guerre en Iran-Irak, et puis les conflits au Moyen-Orient, qui ont fait que ce véhicule parfaitement adapté au désert, il avait été conçu à l'origine pour la guerre d'Algérie, parfaitement adapté au désert, parachutable, transportable, avec 200 litres d'eau, une autonomie de 1600 km, a eu un succès extraordinaire à travers le monde. Donc vous avez été vendre ce véhicule dans le monde entier, partout où et j'ai été, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de cet homme qui était un chef d'entreprise à l'ancienne, qui connaissait par le prénom de tous ses employés, qui était le matin à 8h30 dans l'atelier pour demander à chacun et voir ce qu'il avait à faire, demander si la famille allait bien, etc. Et puis surtout,
lui et son épouse, des gens extrêmement généreux et qui savaient aussi diriger une entreprise et qui savaient montrer leur reconnaissance aux gens avec qui ils travaillaient. Ça vous a amené dans des destinations parfois les plus insolites. Oui, j'ai été un petit peu partout à travers le monde. J'ai eu la chance de vendre beaucoup de véhicules au Zimbabwe, par exemple, nouvellement indépendant. Nous avons vendu également des véhicules en Arabie Saoudite. Nous en avons vendu beaucoup au Maroc. Plus de 1500 véhicules ont été vendus au Maroc, à la gendarmerie, mais aussi aux armées du sud marocain, au moment où il y a eu la marche verte 1976. contre les Sahraouis qui voulaient s'approprier le sud du Maroc. Voilà, c'est toute l'histoire. Et puis en Amérique latine également. Et puis en Angleterre, à un groupe prestigieux qui nous a acheté ce véhicule. C'était les SAS, qui sont issus de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont probablement les unités combattantes les meilleures du monde. Donc ça vous a amené à faire le tour du monde. Oui, j'ai fait un peu le tour du monde. Voire même parfois des chefs d'État ou des gens proches des chefs d'État, Yves Metteiro. Oui, je vais te citer quelques-uns. Les présidents du Tchad, que ce soit Hissène Habré ou le président actuel, je les ai rencontrés. J'ai été en Iran pour rencontrer, à l'époque où l'Iran commençait à s'entrouvrir, accompagné par un ancien compagnon de François Mitterrand. J'ai été également en Afrique, dans à peu près tous les pays d'Afrique. Et en Angola, on avait essayé d'ailleurs de monter une usine de fabrication de camions en Angola au moment de la guerre entre l'UNITA, soutenu par l'Afrique du Sud, et le parti au pouvoir du président Santos. Est-ce que cette vie vous amène à concevoir, quand vous revenez sur place, dans vos racines, chez vous, la vie différemment, quand on vous aborde au coin de la rue en vous disant « il y a un problème très grave, les poubelles passent le mercredi alors qu'il serait mieux qu'elles passent le mardi », alors que quelques années plus tôt, vous avez vu des conflits mondiaux, vous avez participé finalement, même en tant que spectateur, je le dis bien, mais vous étiez sur scène dans ces changements qu'ont connu le monde avant ou après la chute du mur de Berlin, et on vient vous parler des poubelles qui passent le mardi et pas le mercredi. Est-ce que ça amène une vision différente de la vie locale ? Je pense que l'expérience qu'on peut avoir à l'étranger ou qu'on a pu avoir lors de ces voyages ou de ces rencontres ne fait pas qu'on mésestime, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Je ne parlais pas de mépris, je parlais de... Non, mais justement, je n'ai jamais eu une attitude arrogante ou prétentieuse à l'égard de mes concitoyens. Et puis, j'ai essayé, et je crois que je suis pas trop mal réussi à faire la différence entre la vie publique et la vie professionnelle, même si la vie professionnelle a été extrêmement riche et intéressante pour moi, la vie publique locale m'a apporté beaucoup également de satisfaction, parce que le fait de s'intéresser aux problèmes des uns ou des autres, les petites choses qu'on pouvait me demander, en essayant de les résoudre, en essayant de faire plaisir d'une certaine façon aux personnes qui le demandaient, eh bien, on a des satisfactions. Et finalement, ça permet de dire oui, c'est différent, c'est autre chose. Mais quand on est attaché aussi à une ville, et quand on est attaché, pour être maire, faut aimer sa ville, il faut aimer les gens qui y habitent. Et ça, c'est absolument un critère de base pour réussir. Et je crois profondément que on peut faire la différence et on peut avoir des comportements et des attitudes différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde et d'avoir en même temps, à travers ce qu'on a pu voir, une forme de tolérance, mais aussi savoir diriger une entreprise, mais aussi savoir se comporter intelligemment et de manière humaine avec les hommes et les femmes qui travaillent avec vous. Ça, je l'ai beaucoup appris dans une entreprise privée, une petite entreprise privée, et je crois que cette expérience m'a beaucoup servi. Et je déplore aujourd'hui qu'il y ait relativement peu de cadres ou de cadres supérieurs ou de cadres moyens qui se jettent dans la bataille, parce que je suis persuadé que la connaissance d'une entreprise et de ses objectifs
y compris la rentabilité d'ailleurs, doit servir dans une collectivité locale. Est-ce aussi, toutes ces explications sur votre vie, tout cela permet aussi de comprendre votre stratégie à la tête de la Baule pendant plusieurs mandats, presque en complément de celle d'Olivier Guichard, comme si Olivier Guichard avait amené ces grandes infrastructures qui ont fait la notoriété de la Baule, et il pouvait le faire parce qu'il était ministre à l'époque. À l'époque, quand un ministre disait « je veux que le TGV arrive chez moi », le TGV arrivait. Hein. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Pareil pour les télécoms, pour toutes ces grandes infrastructures de l'époque, sur les routes, etc. Ben, vous avez prolongé, comme si il fallait aussi que la ville soit prête à accueillir tout cela. Et ainsi, ce que je crois que l'on pourra aussi retenir, c'est cette transformation complète de la ville vers plus de modernité, avec le 6 bis. Les gens peut-être ne savent plus trop ce que le 6 bis, c'était presque un terrain vague, hein, au haut de l'avenue en tout cas, c'était de Gaulle. Oui. Le marché, l'avenue de Gaulle, l'avenue La Jarrie, Jescou-Black. Par petites touches, tout au long de chaque mandat, vous avez refait à neuf chaque pièce, en quelque sorte. Oui, nous avons, avec mes équipes, beaucoup investi, puisque c'est à peu près 400 millions d'euros que nous avons investi en l'espace de 25 ans sur des infrastructures à la Baule pour transformer aussi l'image de la Baule. Et puis parce que je pense que dans une ville, dans une commune, dans une collectivité territoriale, rien ne s'arrête jamais. Il faut toujours continuer. Et il y a toujours quelque chose à faire. Et là, Olivier Guichard, en effet, avait réalisé le Palais des Congrès Atlantia, par exemple. Il avait le TGV, il avait construit quelques écoles complémentaires qui sont aujourd'hui assez grandes, mais qu'il faut transformer. Il avait aussi quelque chose que j'ai partagé avec lui, c'est qu'il faut investir. Et quand une ville comme la Baule, qui est une ville prestigieuse, connue, 4e, 5e grande plage de France, il faut en permanence investir. Et peut-être plutôt que d'avoir des manifestations éphémères qui quelquefois coûtent très cher, il vaut beaucoup mieux investir, et d'autant plus aujourd'hui où l'argent est peu cher. Pour pouvoir moderniser en permanence et donner de l'éclat à la ville. Et en même temps, à la Baule, c'est très simple. Il faut toujours surdimensionner tous les équipements que nous faisons. Parce que, en réalité, nous ne les faisons pas pour une population de 20 000 habitants. Nous les faisons toujours pour une population moyenne de 70-80 000 habitants. Donc ça voulait dire aussi aller chercher des aides, des appuis, des subventions. Et puis j'ai eu la chance d'être dans une période où les choses allaient plutôt bien. Hein. On pourra dire les 25 glorieuses peut-être. En tout cas, les aides de la région, du département, de l'État, des fonds européens ne nous ont jamais fait défaut pour ces réalisations. Et ça nous a permis de réaliser tous ces investissements dans des conditions relativement agréables et qui ne m'ont pas obligé à augmenter la fiscalité des Baulois. Est-ce que cela signifie que vous êtes souvent projeté dans la vision que vous pourriez avoir de la Baule en 2050, en 2060, avant de prendre une décision? Vous avez dit à quoi cette ville peut-elle ressembler, pourra-t-elle ressembler? Je me projetais pas trop à cette échéance-là. D'abord parce que je suis né quand même en 1944, donc 2050, c'est bien loin encore. Mais il paraît qu'un chef d'État doit se projeter quand même pour essayer de voir quand il ne sera plus là. C'est pour ça qu'il prend une décision. Oui, mais effectivement, il fallait moderniser, il fallait adapter la ville. Alors on dira aujourd'hui qu'il faut encore refaire un certain nombre de choses, l'adapter à la période actuelle, notamment en ce qui concerne l'environnement, notamment en ce qui concerne la circulation, notamment en ce qui concerne le fait qu'on utilisera beaucoup plus de vélos qu'autrefois. Mais il y a aussi une chose, c'est que la Baule n'a pas un territoire considérable et qu'on ne peut pas avoir des ambitions territoriales énormes. On est obligé de rendre la Baule agréable à vivre, pas trop densifiée,
et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une ZPPAUP qui est devenue une AVAP, que je n'ai pas le sentiment qu'il fallait avoir un tourisme trop important. On voit aujourd'hui que des villes comme Venise, Zagreb ou d'autres commencent à dire le tourisme c'est insupportable. Moi je crois que le tourisme, il doit être respectueux des endroits qui l'accueillent. Ils sont, d'une manière générale, respectueux, mais pas toujours. Il m'arrive de voir certains week-ends beaucoup de déchets jetés dans la rue, beaucoup de bruit, d'entendre beaucoup de bruit, d'avoir également le sentiment que ceux qui nous rendent visite ne sont pas si respectueux que cela de l'environnement que nous leur offrons. Je vous ai posé cette question sur cette projection à très long terme parce que finalement, il y a quelque chose qui est proche de la paternité. Vous pouvez construire une maison que vous allez bâcler parce que vous êtes pressé d'aller y vivre sur un court instant et après vous dites tant pis, je serai plus là, ou avoir les plans d'un très beau domaine et vous dites malheureusement je n'y habiterai pas, mais ça va être tellement beau que mes enfants et mes un peu arrière-petits-enfants vont en profiter. C'est un peu la différence entre un président de la République et puis un roi. Ça veut dire, oui, parce qu'un président de la République, il pense dans les 5 ans. Je vois bien, voilà. Oui, je vois bien. Et dans la Baule, des choses ont été pensées sur des générations. Ont été préparées pour des générations. Oui, c'était le sens de ma question. Il y a deux choses. Il y a l'adaptation au moment, en fonction des moyens que l'on a, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers. Et puis, il y a un territoire dont on sait bien qu'il peut pas s'étendre comme d'autres communes, et ce territoire, il est autour de la plage. Et il est autour de la plage avec des possibilités limitées de construction dans la partie couverte par la zone de protection du patrimoine paysager. Il est limité de construction dans la partie de la zone inondable. Il est limité de construction également dans la partie agricole pérenne du territoire. Si bien que finalement, on peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est embellir encore, essayer de rendre la qualité de vie encore meilleure. Mais on peut pas imaginer de faire n'importe quoi. D'ailleurs, en plus de ça, et vous savez très bien, quand on a des projets qui permettrait de renforcer, par exemple, l'activité hôtelière de la Baule. Vous avez des associations de défense qui sont là également pour vous rappeler que ça n'est pas souhaitable pour elles, de leur point de vue, et qu'en fin de compte, on est obligé de tenir bon pour avancer. Il faut savoir que la plupart des Baulois ne souhaitent pas non plus qu'il y ait une vision peut-être un peu trop chimérique de l'avenir de notre ville. L'avenir de notre ville, elle est autour de sa plage, elle est autour de sa qualité de vie, autour des réalisations et des gens qui vont vivre à l'année sans doute un peu plus nombreux. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un bon équilibre entre les restaurants, les cinémas, les animations, les espaces sportifs, les espaces culturels, et toute vision qui consisterait à vouloir surdimensionner au profit d'autres, au profit de nouveaux, risquerait aussi de créer des perturbations dans la qualité de vie que nous connaissons ici, en particulier pendant les 9 mois de l'année où nous sommes sans trop de touristes. D'ailleurs, est-ce que la Baule n'est finalement pas un bon équilibre d'une manière générale de vie? Parce que je vais préciser ma question. La Baule est un bon équilibre de petite ville, 15 000 habitants, 20 000, où il y a suffisamment de services publics, d'infrastructures, de restaurants pour qu'on vive bien, sans trop être étouffé. Après, on peut passer aux 100 000, 200 000, 300 000 habitants. Mais finalement, on me dit toujours que 200 000, 300 000 habitants n'apportera jamais ce que la grande mégalopole de 2 millions d'habitants qui vit, qui bouge, peut apporter en termes de services 24 heures sur 24, dynamisme, emploi, et que les deux équilibres nationaux, finalement, le 15 000 habitants comme la Baule ou les 2 millions.
on est dans la satisfaction. Je vous provoque un peu. Ouais, mais moi, mais c'est vrai, non? C'est pas chaque chose est à sa place aujourd'hui. Voilà. On connaît un développement assez considérable des métropoles d'équilibre. Ça veut dire que si vous avez une trentaine d'années, vous avez envie d'entreprendre, vous vous sentirez bien dans les 2 millions, 3 millions d'habitants. Absolument. Et après, à partir d'un certain âge, mais on peut se sentir bien en travaillant dur dans une métropole d'équilibre ou à Paris et avoir également une résidence de vacances à La Baule pour justement s'y sentir bien aussi. Ce que nos concitoyens attendent, c'est d'un côté avoir effectivement des emplois dans un environnement le meilleur possible, mais on sait très bien que dans les grandes villes aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et avoir à côté de ça, et en plus c'est typiquement français, avoir si possible une résidence secondaire ou un endroit où se poser, que ce soit avec de la famille, des amis, etc., pour y faire du sport, pour avoir une vie agréable, sociale avec ses enfants, ses petits-enfants. Et je crois que La Baule présente justement cette caractéristique d'une ville du littoral, où il y a effectivement pas mal de retraités, où on ne s'ennuie pas, et où en même temps on a une qualité de vie un peu exceptionnelle. Donc, notamment comparé aux grandes villes où on connaît tous les problèmes à la fois de sécurité, de circulation, de gêne, de bruit, de pollution atmosphérique ou sonore. Bon, je crois que il faut garder à La Baule ce style, cette qualité. Moi, enfin, en tout cas, j'en suis profondément convaincu. Oui. Si bien que d'avoir une perspective de croissance trop importante me paraîtrait négatif à terme. Et vous avez bien précisé que le mètre carré n'est pas extensible. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé pour l'intercommunalité et pourtant en ce moment, notamment au niveau des maires de France, dans beaucoup de petites communes, il y a un mouvement de rébellion à l'égard des intercommunalités et parfois même au Sénat, il y a des rapports qui commencent à sortir pour dire on n'a pas fait tant d'économies qu'espérer avec ces intercommunalités. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pensez-vous qu'on puisse revenir à l'échelon de la commune? Non, je pense pas. Je pense pas honnêtement et je pense que les intercommunalités ont une utilité tout à fait certaine parce que pour construire une station d'épuration, pour faire une interconnexion pour l'eau potable comme ce que nous avons fait ici, pour construire une piscine, pour construire, on peut dire un petit mot du petit séminaire de Guérande, un conservatoire de musique, une salle de spectacle importante. Avec les normes actuelles, souvent une commune seule ne peut pas y arriver. Par contre, tout réside dans l'équilibre là aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'intercommunalité soit trop importante, avec certains qui se sentiront en dehors parce qu'ils n'y auront pas leur place et que c'est la ville-centre la plus importante qui décide et qui dirige. Et puis aussi, il faut, comme à la mairie de La Baule, comme j'ai eu, il faut avoir une forme d'empathie et de bonne entente à l'égard des autres maires à qui vous devez donner la parole, à qui vous devez donner les moyens et avec qui vous pouvez bâtir quelque chose, comme ce que nous avons bâti dans l'intercommunalité de Cap-Atlantique, très facilement. Toutes les délibérations de Cap-Atlantique sont prises à l'unanimité pratiquement, depuis un an et demi. C'est quand même un signe de confiance et de reconnaissance. Mais c'est aussi le signe que l'on s'entend bien et que chacun commence, malheureusement, c'est à bout de 6 ans, à développer un état d'esprit intercommunal qui a permis en mettant à la charge de Cap-Atlantique toutes les grosses infrastructures, les déchets, l'eau, l'assainissement, les transports, les grands équipements, etc., ça a permis aux communes de mieux s'équiper. Il n'y a pas un centre-bourg en Presqu'île-Guérandaise qui n'ait pas été refait, qui ne soit pas fleuri. Il n'y a pas une église qui n'a pas été refaite, retapée, qui ne soit pas mise en valeur. Il n'y a pas une salle polyvalente. Il y en a eu au moins 3 ou 4 de construits depuis 17 ans que Cap-Atlantique existe. Ça prouve que les communes, quand c'est fait
astucieusement. Là aussi, quand on sait que toutes les subventions passent par l'intercommunalité et passeront de plus en plus par l'intercommunalité, il faut là aussi avoir une taille qui soit la bonne taille, de façon à ce que tout le monde se connaisse, que tout le monde s'entende, que la confiance existe et que il n'y ait pas non plus un sentiment de supériorité d'une grande ville ou d'une ville trop importante par rapport aux plus petites. Et ça, je crois que ce sont surtout les maires des toutes petites communes de l'AMF qui se plaignent, parce qu'effectivement, quand ils sont dans le cadre d'une intercommunalité où la ville-centre a déjà 300, 400 000 habitants, et qu'ils ont 150 habitants, ils n'ont pratiquement plus leur mot à dire. Or ça, c'est pas une bonne intercommunalité, ou tout au moins, ça n'est pas la bonne taille à mes yeux. Nous sommes en 2020, imaginons, dans 80 ans, en 2100 ou en 2150, un historien local revient sur l'histoire de la commune, nous parle d'Olivier Guichard. Alors évidemment, 200 ans plus tard, on met juste quelques lignes. Olivier Guichard, il était ministre d'un homme très important, le général de Gaulle à l'époque. Peut-être on se souviendra certainement encore de son nom. Il a amené les infrastructures. Vous, quand on va dire Yves Metteiro, qu'avez-vous envie de... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre l'envie, oui, voilà. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir envie, voilà, non, j'aimerais que l'on ait en mémoire que les 25 ans que j'ai passés à la ville de La Baule comme élu comme maire, on puisse se dire, ça a été finalement les 25 glorieuses de La Baule, comme on a eu les 30 glorieuses à l'époque de Pompidou. Je me suis un petit peu assimilé à une époque en disant, je suis le Pompidou d'Olivier Guichard. Oui. Et voilà. Alors j'espère avoir une meilleure santé que n'a eu Georges Pompidou, mais c'est un petit peu ça. Après, on a eu Giscard. On va voir qui. Alors on a eu Giscard, c'est vrai. On va pas faire de comparaison physique avec les candidats en cours, parce qu'alors là, chacun va. Mais effectivement, j'aimerais. Oui, il y a un sujet qui parfois fâche ou est mal compris. Quel maire étiez-vous? Comment gérez-vous votre ville? Quand vous prenez une décision globale avec votre équipe, je vais prendre l'exemple, celle du stationnement, on dit il y a trop de voitures partout, il faut qu'on gère, tout le monde est d'accord, il faut du stationnement payant. Est-ce que vous êtes plutôt un entrepreneur qui dit, allez, carte blanche, ok pour stationnement payant, puis ensuite la personne, avec sa personnalité, met en œuvre ce texte? Ou est-ce que vous régentez tout partout, vous allez voir? Je vous pose la question parce qu'au début, les gens disaient stationnement payant, c'est une très bonne idée. Mais quand au mois d'octobre ou au mois de novembre, par exemple, dans des quartiers vides, les commerçants disent il y a un client et on est là pour le verbaliser. Oui, alors bon, je sais, mais tout ne peut pas être parfait, et puis c'est le début, donc. Mais pour revenir à la question fondamentale, moi, je suis très partisan de déléguer. Quand les gens à qui l'on délègue et mes adjoints à qui je délègue peuvent mettre en œuvre après une politique qui est définie en réunion d'adjoints, en bureau municipal, par le maire et les adjoints. Ensuite, ils ont des moyens, puisque je reste toujours président de la commission des finances et que je établis le budget. À partir du moment où j'ai des adjoints en qui j'ai confiance, eh bien, je leur laisse les rênes libres pour leur permettre de mener à bien à leur manière. Si il y a des erreurs de fait, si il y a, on en parle, on revient éventuellement dessus, c'est arrivé. Mais d'une manière générale, moi je trouve que les adjoints que j'ai pu avoir ont toujours accompli leur mission avec beaucoup de sérénité, mais en même temps avec un acharnement à réussir qui est quelquefois, à mon avis, exemplaire. Donc j'aurais tendance, je ne m'occupe pas de tout. J'aime pas ça. D'abord parce que je trouve que c'est pas un bon moyen de diriger. Il y a des domaines où effectivement certains adjoints ont plus d'ennuis ou plus de soucis
que d'autres. Je pense à l'urbanisme, par exemple. Et là, il m'arrive d'intervenir de près sur un certain nombre de questions d'urbanisme. Sur d'autres questions, j'ai tendance à leur laisser le libre choix des actions qu'ils ont envie de mener. Quitte à revenir dessus, si c'est nécessaire, quand on se rend compte que ça marche pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. J'ai une question plus personnelle, Yves Métaireau. On sait que, au fond de vous, il y a cette passion pour l'histoire, pour la littérature. Il y a aussi cette passion pour l'international, mais aussi pour la vie locale, pour l'économie. Et dans votre carrière professionnelle, qui était dans cette région, vous vous êtes laissé presque embarqué dans cette passion pour la vie locale, parce que ce chemin était tracé, mais peut-être qu'il y a eu des moments dans votre vie, il y a eu d'autres chemins de tracer vers l'histoire, vers la littérature, vers l'international. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas eu le temps de tout faire? Et est-ce que ça peut être aussi un objectif pour les prochaines années? Non, je ne regrette pas. J'arrive à trouver du temps pour lire, j'arrive à trouver du temps pour... j'ai été toujours passionné d'histoire parce que j'ai eu un très bon prof d'histoire au lycée de La Baule. Et puis j'ai aimé l'histoire et la géographie. Et puis, quand on regarde derrière soi, c'est aussi un élément pour vous permettre de continuer, parce que souvent l'histoire c'est le prolongement d'une époque, et une bonne connaissance historique, une bonne connaissance géographique, ça vous permet de mieux comprendre le monde. Mais en ce qui concerne l'avenir, ma foi, je n'ai pas encore choisi ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je resterai à La Baule, bien que j'entende des bruits divers et variés sur le fait que je vais quitter La Baule. J'ai acheté un appartement à La Baule, mais je resterai baulois. Parce que c'est votre ville de cœur. Parce que je suis arrivé ici en 1949, que j'ai été au lycée de La Baule, que j'y ai passé plus de la moitié de ma vie, et qu'en me levant le matin, je pensais toujours à ce qu'on allait devoir faire à La Baule ou dans la région. Et je suis profondément attaché à cette ville et à ce territoire maintenant. C'est plus seulement la ville, c'est aussi le territoire. Et par contre, j'aurai toujours un intérêt pour l'histoire, j'aurai toujours un intérêt pour la géographie, j'aurai peut-être d'autres activités auxquelles je suis en train de réfléchir. Je vous ai posé cette question, Yves Métaireau, parce que ceux qui vous connaissent ne vous imaginent pas rester au coin du feu devant la télé, aller au golf ou aller à la pêche. Donc, aux intérêts, ceux qui vous connaissent disent, il va peut-être faire des livres d'histoire, peut-être qu'il va faire de l'international, il va faire du consulting. Enfin voilà, personne ne vous imagine avec une télécommande. C'est gentil. Mais en tout cas, j'ai besoin de 2 ou 3 mois, d'abord pour me rendre mieux compte de la manière dont les choses qui sont promises aujourd'hui dans le cadre d'une campagne pourraient aboutir ou ne pas aboutir, ou pourraient se faire. Moi, je souhaite que les solutions les plus raisonnables d'évolution pour notre ville puissent se faire. Par contre, il y a quelquefois des projets qui sont susceptibles de m'inquiéter, ce que j'entends par-ci, par-là. Mais, par exemple non, j'entends des projets de construction à certains endroits qui me paraissent pas du tout adaptés à la demande, ou qui vont poser d'autres problèmes, parce que on a une ville qui n'est pas extensible, comme je le disais tout à l'heure, avec peu d'espace finalement constructible, et on ne peut pas faire n'importe quoi, ni promettre n'importe quoi. Donc il faut être, à mon avis, raisonnable, mais en tout cas, être raisonnable, ça veut dire, pour moi, de regarder avec, non pas un œil critique, mais un œil compréhensif, les projets qui pourront être faits dans l'esprit d'améliorer La Baule, d'améliorer la vie d'une manière générale de tous nos concitoyens ici. Mais c'est vrai que le tourisme, par exemple, l'été,
à partir de 100, 120 000, 130 000 personnes, c'est forcément très compliqué à gérer dans une ville qui a été dessinée au début du siècle précédent pour environ 30 000 personnes, 30 000 touristes. Donc il faut les gérer avec le problème de l'automobile, le problème du vélo, le problème de la trottinette, le problème du cheval, le problème... Bon, mais ce qu'il faut simplement, c'est qu'il y ait une cohabitation douce et compréhensive de la part de tous les gens qui viennent ici et que finalement on arrive à faire cohabiter toute cette population qui doit aussi... je vois les Parisiens quand ils viennent à la Baule, je les entends. Ils me disent, mais c'est formidable, vous vous rendez pas compte du bonheur que vous avez ici. Et ça, surtout en ce moment, oui. Ça, oui, évidemment. Mais ça, c'est une parole très forte qui me paraît absolument indispensable de maintenir. Je crois que c'est ça l'essentiel de l'image que l'on doit donner d'une ville. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer, j'en suis encore conscient, et si j'avais 6 ans devant moi, j'aurais des projets. Mais il y en a d'autres qui en ont aujourd'hui, et voyons un petit peu ce qui va se passer. Pour moi, je n'ai pas un œil critique, j'aurais un œil bienveillant si les projets me paraissent adaptés à la ville. Question. Là, vous pouvez pas échapper à cette question parce qu'on me reprocherait de toute façon de ne pas vous la poser. Je vais vous citer quelques noms. Et évidemment, vous avez tout de suite compris, deviné, Yves Météo, je vais vous citer les noms de ceux qui ont annoncé leur candidature pour la prochaine élection municipale. Alors, je vais pas vous demander de dire est-ce que vous allez voter pour lui ou pas pour lui. Non, juste comme ça, un mot, une idée, une qualité, un défaut, voilà, que vous portez sur chaque nom. Allez, on va commencer. Sandrine Josso. Sandrine Josso, je la connais très peu. J'ai été, comme tout le monde, un peu étonné de son élection à la députation, aux dernières législatives. Et j'avoue que je suis un petit peu étonné quand on est député de la France, quand on est député de la 7e circonscription, eh bien, on soutient le gouvernement qui vous a permis d'être élu. Et on va pas chercher un mandat local pour lequel il me semble qu'elle n'a pas énormément de chance et puis qu'elle n'a pas énormément d'expérience. Franck Louvrier. Alors Franck Louvrier, c'est un cas un peu particulier. Comme chacun sait, il a eu un passé, bien qu'étant jeune, avec Nicolas Sarkozy. Avec lui, nous n'avons pas énormément de contacts. C'est quelqu'un qui ne se livre pas beaucoup. C'est quelqu'un, en tout cas pas à moi, peut-être à d'autres, mais pas à moi. C'est quelqu'un qui est incontestablement intelligent. C'est quelqu'un aussi qui, à mon sens, a une ambition politique qui va peut-être au-delà d'être simplement maire de la Baule. Et je pense qu'il a un avenir dans ce domaine parce qu'il analyse bien la politique. Alors, entre analyser la politique, communiquer remarquablement comme il le fait, et gérer une ville, il y a peut-être une marge. Xavier Dzukovitch. Alors Xavier Dzukovitch est avec moi depuis 2 mandats. C'est un homme qui a une expérience, notamment dans le domaine militaire, comme chacun sait. C'est certainement un homme qui sait écouter, qui est déterminé, qui peut certainement mettre en œuvre un certain nombre de projets. On lui reproche son âge, parce que c'est vrai que nous n'avons pas une grosse différence d'âge, mais s'il sait s'entourer et s'il sait diriger une équipe, ça peut être aussi un maire qui peut assurer probablement une transition sur un mandat avec compétence et clairvoyance. Jean-Yves Gontier. Je le connais très peu, en fait, Jean-Yves Gontier. Je crois qu'il a beau dire beaucoup qu'il est très Baulois depuis très longtemps, mais c'est un garçon sympathique, assez beau gosse, comme on dit. Mais est-ce que ça suffit? Je crois qu'il a des idées. Il fait un peu Giscard, hein? Ouais. Parce que vous disiez, vous étiez le Pompidou.
Alors là, je ne sais pas, mais... Il y a eu De Gaulle, Pompidou, Giscard, mais attention, je commets une erreur historique, parce qu'il y a eu un Power, quand même, entre... Oui, ça n'a pas laissé un souvenir intéressant. Donc, faut pas croire que, parce qu'on a un physique de Giscard, qu'on va succéder à Pompidou. Non, il faut savoir que Giscard, à la tribune de l'Assemblée, il récitait sans note le budget de la France. Bon, je ne fais pas d'autres commentaires. Jean-Yves est un garçon très sympathique qui a incontestablement envie de réussir, envie probablement d'avoir une fonction à la mairie de La Baule. Je ne le connais pas sur le plan de ses capacités de travail, mais je crois que c'est un garçon qui saurait s'adapter, éventuellement. Didier Vernet. Alors, je ne le connais pas beaucoup. Il a passé un peu son temps à critiquer. C'est le seul d'ailleurs, parce que tous ceux que j'ai cités auparavant ont toujours été avec moi extrêmement respectueux de l'action que j'ai menée. Didier Vernet, effectivement, compte tenu de son appartenance au Rassemblement national, a toujours eu des mots relativement critiques, pas tout le temps, mais enfin des mots relativement critiques à mon égard et à l'égard de la municipalité que je dirigeais. C'est quelqu'un d'assez rond. D'aspect, mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un d'assez déterminé. Mais je dois dire que je le perçois pas, pour moi, comme quelqu'un qui sera capable de rassembler les Baulois. Anne Boyer. Anne Boyer est une femme intelligente. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant 2 mandats. Elle est beaucoup plus soucieuse de voter ce qui lui paraît bien et de ne pas voter ce qui lui paraît pas bien. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête, d'extrêmement relativement facile pour une minorité ou pour une opposition. C'est quelqu'un d'extrêmement facile et d'extrêmement agréable parce que elle est profondément honnête, encore une fois, dans ses jugements. Et alors, bon, je ferai pas de commentaires sur le score du Parti socialiste la dernière fois, mais c'est quelqu'un qui aime La Baule aussi et qui a été très attaché à La Baule du fait de sa fonction, de son métier de professeur au lycée. Et je crois que c'est quelqu'un qui, de toute façon, dans un conseil municipal, sait se rendre utile et intéressante. Et voilà, j'avais envie comme ça de vous citer le nom de Cécile, puisque dans Cécile, on a forcément, a priori, le futur maire de La Baule. Sauf si, entre-temps, vous changez d'avis. Alors, merci. Je vous dis tout simplement merci, au revoir, à bientôt, comme une interview classique, parce que j'ai l'intention de vous réinviter dans quelques semaines, quelques mois. On parlera de politique, d'actualité, peu importe, mais voilà, donc c'est pas une interview pour dire au revoir monsieur le maire, c'est fini. Je vous dis simplement, on a fait un point sur une partie de votre vie, là, qui est une page qui se tourne, et je suis certain qu'il y en aura d'autres. On va parler de littérature, on pourra parler de politique, d'international. Bien sûr, ce sera avec plaisir, et merci de m'avoir invité, parce que ce mandat et ces mandats ont été importants pour moi, et évidemment marqueront, et tous les gens que j'ai pu rencontrer ici à La Baule, comme les gens que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle, sont importants pour moi. Et en fait, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai fait ici. Je ne sais pas si les gens s'en rappelleront, s'en souviendront pas, mais en tout cas, j'apprécie aussi le travail qui est fait, que vous faites aussi bien à la radio, merci, que avec La Baule Plus. Merci, et j'aurai d'autant plus de plaisir à on va revenir, invité. Voilà, on va continuer d'évoquer l'actualité. Yves Métero, merci, maire de La Baule et président de Cap Atlantique.